Bonsoir à tous et merci à chacun de vous de faire de la place pour l'équipe de BB24, l'équipe du grand rendez-vous ce soir. Chez vous, chers téléspectateurs, on est ensemble jusqu'à 20h30. On parlera bien sûr de fumée et risques cardiovasculaires. Il sera question de changement, bien sûr, dans votre vie personnelle de façon durable et puis de bon réglage de la climatisation. N'oubliez surtout pas le journal qui viendra à 19h45. Tout ça, les détails, c'est après la météo. Vous êtes bien sûr avec nous sur le grand rendez-vous, c'est sur BB24 que ça se passe. Et donc ce soir, on parlera pollution atmosphérique. Oui, c'est ce que fait l'homme pratiquement tous les jours sans s'en rendre compte. La pollution atmosphérique et ça produit de la fumée. La fumée, une fois inhalée, a des conséquences sur l'organisme. Mais comment le savoir en réalité? Les spécialistes nous recommandent tout simplement de questionner notre cœur. C'est un indicateur, paraît-il. Rendez-vous tout à l'heure sur Nature et bien-être de ce grand rendez-vous pour faire l'exercice. Chasser le naturel et puis il revient au galop, dit-on. Mais c'est une citation qui n'est pas toujours vérifiée. Le coach Marcel Lefond viendra tout à l'heure pour nous dire qu'on peut changer de façon durable. Les techniques vous seront présentées tout à l'heure sur la rubrique Expert de ce grand rendez-vous. Il fait plus ou moins frais ces temps-ci. C'est une variation de température qui nous amène à réfléchir, à régler en fait le climatiseur dans notre bâtiment. Quels sont les réglages efficaces à effectuer pour se sentir à l'aise dans sa maison, dans sa chambre, dans son salon, dans son lieu de travail, pourquoi pas? Réponse tout à l'heure sur Autant savoir de ce grand rendez-vous. N'oubliez pas, le journal viendra à 19h45 comme d'habitude et sera présenté ce soir par Nadège Sané avec son joli smoking. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assim Gaba. On se retrouvera tout à l'heure à 19h45. Vous avez quoi au menu du journal ce soir? Merci à vous, Assim Gaba. Dans le 19h45, on parlera aussi de la pollution atmosphérique. Elle est la cause de plus de 7 millions de décès de plus de 7 millions de personnes dans le monde. La journée de l'environnement célébrée ce 5 juin est l'occasion pour faire un plaidoyer pour l'amélioration de la qualité de l'air dans le monde. Que doit-on porter pour se rendre à un entretien d'embauche? Un spécialiste nous donne des astuces pour les bons choix à faire. Et puis le pianiste Jean-Bernard Amegandji a organisé un concert de piano pour ses jeunes apprenants. C'était samedi dernier à l'Institut français de Cotonou. Rebecca Djinakou nous fera le compte-rendu de ce spectacle. Ah oui, j'aimerais voir Sebouchou au piano, écouter ces quelques mélodies tout à l'heure. Et donc, rendez-vous est pris avec vous dans moins de 40 minutes exactement, Nadège.
Merci à Siom Gaba à 19h45 00. 00. Merci beaucoup. Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs. On va ouvrir d'ailleurs même les plateaux. Le tout premier, c'est chez Fulgence Rontondi qu'on va se retrouver. C'est autant savoir. Oui, je remarque tout simplement que dans les bâtiments, ces temps-ci, rapidement, on est toujours avec la télécommande du climatiseur en train d'augmenter ou de diminuer la température. On se demande en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il fait frais tantôt, rapidement, hein, il fait chaud en même temps. Alors, quels sont donc les bons réglages à effectuer pour se sentir à l'aise dans son bâtiment et se garantir aussi une bonne santé, hein. C'est très important sur tout cela. C'est de ça que nous allons parler dans un instant. On va suivre d'abord ce reportage et on revient. Le climatiseur est conçu de telle sorte que quand l'air passe à travers les éléments du climatiseur, le climatiseur arrête les impuretés et ressort l'air traité, mais sous forme fraîche, pour pouvoir conditionner le local. La climatisation assure notre confort. Elle fait partie intégrante de notre mode de vie actuel. Selon les experts en santé, son utilisation de façon exagérée pourrait conduire à des infections respiratoires plus ou moins graves. La climatisation elle-même, l'air conditionné lui-même, c'est sur longue durée. Et ça peut être beaucoup plus dommageable le premier vent qui sort. Il y a certaines affections qu'on peut rencontrer très facilement quand cette personne est dans la climatisation de façon persistante. Alors, donc, nous pouvons avoir par exemple les infections ORL, c'est-à-dire les rhinites, les rhinoconjonctivites, l'asthme, une persistance de l'asthme si la personne est déjà asthmatique, les bronchites. Vous allez rencontrer aussi très souvent les infections cutanées, surtout la sécheresse cutanée qui sévit. Mais avant que ça n'arrive, il faudra que ce soit une longue exposition, c'est-à-dire que la personne soit fréquemment dans la climatisation. Des faits confirmés par ces deux patients. Moi, je ne reste pas longtemps sur climatisation parce que ça me rend malade. Et j'ai posé ça à un docteur et le docteur m'a conseillé d'être à l'abri du froid parce que je souffre de sinusite. La climatisation, si c'est trop habitué, ça va agir sur toi au moment que tu n'as pas la climatisation à la maison comme au boulot. C'est pourquoi je n'aime pas rester sous climatisation au boulot, même dans le véhicule. Je diminue beaucoup. D'après les experts en froid, le manque d'entretien et le mauvais usage du matériel de climatisation la rendent dangereuse pour la santé. L'usage d'un climatiseur s'impose de plus en plus dans les pays tropicaux comme au Bénin. Toutefois, un respect des consignes est vivement recommandé par les spécialistes pour un mieux-être. Ah oui, voilà, une belle histoire racontée par Yasmine Damata, bien sûr, à travers ce reportage. On revient, bien sûr, en plateau avec l'invité de Fulgencia Rontondi, c'est vrai. Il s'appelle Sergio Moraes, il est spécialiste en froid et climatisation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, venir sur ce plateau, nous parler de la climatisation, nous donner les astuces pour de bons réglages. Des réglages pour un bon confort, n'est-ce pas, Fulgencia? Oui, tout à fait. Bonsoir, Asiema. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Heureux de vous retrouver dans un, dans un endroit climatisé. Oui. Ah oui, c'est climatisé notre studio. Oui, voilà. Il faut le dire. Climatisé. Et donc, on règle tout le temps. Et donc, l'expert va nous aider ce soir à avoir le bon réglage. Oui, qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, entre deux rubriques, quand on met le jingle, des fois, je dis diminuez, parce qu'il fait frais. Vous ne sentez pas, mais moi, je le sens ici. C'est vrai, vous l'avez dit, même en studio déjà, il y a la climatisation qui est allumée. C'est rentré dans nos habitudes, à la maison, au boulot, il y a la climatisation. Mais les experts ont dit que ça a des conséquences néfastes sur la santé. Sur la santé. Voilà pourquoi on a invité notre expert. Il va nous dire comment faire les réglages pour être en bonne santé. Ah oui, d'accord. Alors, je croise les bras, je vous suis pour avoir de bons conseils. Alors, Monsieur Serge Moraes, comment régler d'abord la température, le degré de la climatisation? Merci, Madame Fulgencia. Pour le degré de la température, il est important de savoir d'abord que tout dépend de la température que nous avons à l'extérieur.
La température à laquelle le corps humain, l'homme en question, est déjà habitué à rester. Alors, pour notre cas d'espèce, le Bénin, un pays tropical, c'est entre 24 et 26 degrés. Pour ne pas avoir de problèmes de santé à la langue, voilà la température qu'il faut. Ah, mais que pensez-vous Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même si il fait soleil, c'est chaud. Si vous ne voulez pas risquer d'avoir des problèmes de santé à la langue, oui. Voilà la tranche dans laquelle vous devrez régler votre climatiseur. Pour un bon confort. Entre 24 et 26. 24 et 26. Sinon, voilà. Moi, j'en connais. Si ce n'est pas 16 degrés, ils n'aiment pas. Hein. Ah oui, il y en a. Ils sont ici. Souvent, c'est à 18. Hein. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure dans le reportage. C'était à 18 quelque part. 16 même. 16, ouais. On en a vu. Donc, c'est 24-26. Si comme vous ne voulez pas avoir de problème. D'accord. Lorsque le climatiseur n'est pas bien entretenu, il y a ce qu'on appelle les filtres qui sont bouchés. Alors, quand les filtres sont bouchés, c'est de la poussière qui va s'incruster là-bas. Et lorsqu'on met en marche le climatiseur, voilà, ces poussières maintenant sont obligées maintenant d'aller vers les occupants de la salle parce que ça souffle. Voilà. Alors, si je comprends bien, donc quand il y a beaucoup de poussière dans le truc, ça vient dans le bâtiment? Non. La poussière que vous voyez lorsqu'un technicien va sur un climatiseur pour faire sa maintenance, lorsqu'on enlève le filtre pour contrôler, cette poussière-là, c'est la poussière qui est contenue dans l'air qui est dans le local. Parce que, vous savez, même à la maison, vous avez beau fermer vos fenêtres, les portes et tout, vous allez remarquer toujours qu'il y a des toits d'araignée. Quelque part ici, vous allez remarquer, passez simplement... Que sur l'appareil, peut-être un appareil dans le salon, il y a forcément... Voilà, votre télévision, au bout de 2-3 jours, passez la main dessus, vous allez remarquer toujours des traces de poussière. Alors, lorsque le climatiseur est en marche, il y a l'air de la chambre qui est aspiré vers le climatiseur et refoulé ensuite. Donc cet air-là vient maintenant au niveau de l'échangeur, de l'évaporateur, et c'est arrêté par les filtres. Au bout d'un moment, lorsque le filtre n'est pas nettoyé, tout ça, c'est comme c'est de fines particules, elles traversent les parois et puis maintenant, elles sont maintenant retransmises aux occupants des locaux. Aux occupants des locaux. Oui, voilà. Ok. Alors, vous conseillez quoi dans ce cas-là pour éviter que ces particules-là se retrouvent dans le bâtiment? Exactement. Il faut respecter les entretiens des climatiseurs. Elle est beaucoup plus... La périodicité à quelle fréquence alors il faut nettoyer? Oui. Ça dépend réellement de l'occupation que nous avons de ces locaux. Si par exemple c'est un endroit public où tout le monde rentre et sort et que ce local-là est cloîtré encore par d'autres locaux, il faut voir en fonction des premières et maintenances, on arrive à déterminer facilement. Mais généralement, il y a d'autres qui font entre 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Maximum. Voilà. Oui. Alors vous, en tant qu'expert, vous recommandez combien de temps pour nettoyer et faire l'entretien? Généralement, on préconise toujours aux clients de le faire 1 fois par mois. Une fois par mois. On peut le faire soi-même, chez soi ou... Non, je vous le déconseille. Laissez faire un technicien, quelqu'un qui a fait son métier, tout ça participe quand même à l'économie de Donc on ne peut pas le faire soi-même. Non, parce que la seule chose que vous pourriez faire simplement, c'est soit d'enlever votre filtre, mais pour ça aussi, il faut prendre une échelle, il faut monter, ça dépend des appareils. C'est pas toujours, les filtres ne se situent pas toujours au même emplacement, la manière d'enlever n'est pas toujours le même. Il faut voir d'autres choses, il faut voir s'il n'y a pas déjà la boue et la poussière qui est déjà allée vers les conduits d'évacuation, d'accord, et qui vont créer la boue. Il faut nettoyer tout ça, sinon après, vous allez avoir des climatiseurs qui coulent de l'eau. Oui, et tout ça, il y a beaucoup de choses. Et donc, quand ça commence par couler de l'eau, c'est que forcément... Il y a un problème. C'est que forcément, première chose, il faut voir si l'évacuation n'est pas bouchée, parce qu'en temps normal, elle coule par gravité. D'accord? Donc, il y a une certaine pente qui n'est pas visible à l'œil nu. Voilà. Et qui permet quand même à ce que l'eau qui est condensée au niveau de l'évaporateur puisse aller directement vers les égouts, vers les évacuations à l'extérieur. Maintenant, lorsque la conduite d'évacuation est bouchée par des poussières, des fines particules, voilà, l'eau n'arrive plus à aller à passer librement. Alors, elle commence à s'accumuler. Au bout d'un moment, commence à maintenant, elle fait le rejet dans la salle. Et là, tout de suite, vous savez quand même qu'il faut aller voir
est-ce que, bon, il y a un problème de pente encore, ou bien qu'est-ce qui se passe? Forcément, il y a un problème parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. Ouais. Les climatiseurs, il y en a de plusieurs formes. Hein. Il y en a en armoire, il y en a qui sont, c'est pas En split, système, en deux. Il faut tout nettoyer, que ce soit armoire, que ce soit... Oui, que ce soit l'unité intérieure que l'unité extérieure, il faut les nettoyer. Il faut le nettoyer. Il faut les nettoyer parce que si vous ne le faites pas, même vos factures d'électricité vont flamber. Wow. Mais il faut dire aujourd'hui qu'on a de climatiseurs en panneaux solaires. Oui. Oui, les climatiseurs en panneaux solaires, c'est toujours la même technologie du départ pour tout type de climatisation qui est respectée. Mais seulement que la source d'énergie que nous utilisons d'abord, ce n'est pas de l'énergie électrique directement, c'est de l'énergie solaire qui est maintenant ensuite convertie vers de l'énergie électrique. Et maintenant, ça sert maintenant à alimenter ces climatiseurs que nous appelons les climatiseurs solaires. Et ça doit coûter cher, hein? En tout cas, je pense que ça coûte un peu plus cher que les climatiseurs ordinaires. Mais ça consomme moins d'énergie. Vous savez que l'énergie, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie gratuite. Donc, prendre quelque chose qui est gratuite, on ne peut pas pour ça. Donc, vous allez dire par là qu'elle est moins chère. Elle est moins chère. Voilà, c'est ce que vous allez dire parce qu'après, c'est juste votre équipement qui vous permet de convertir l'énergie là. C'est ça le seul qui est payable et qui sera amorti dans le temps. Et donc, on retient, c'est pour faire un petit récapitulatif, ce que je retiens en matière de bon réglage du climatiseur bâtiment, c'est qu'il faut rester entre 24 et 26 degrés si vous ne voulez pas avoir de problème, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse froid en réalité. Il faut tout simplement rester dans cette marge-là pour ne pas avoir des problèmes de santé. Mais assurément, l'autre problème, et surtout, on entend parler surtout nettoyer, faire nettoyer votre... Fréquemment, voilà. Au moins une fois par mois, c'est ça que vous avez dit? Oui. Une fois par mois. Parfois, on parle du passage du chaud au froid. Lorsqu'on on vient dans sa maison, il faut attendre une certaine heure avant de mettre sa climatisation en marche. Je dirais non. Je dirais non parce que la climatisation, l'effet recherché par la climatisation, c'est le confort, le bien-être, l'aisance. Alors, si vous n'avez pas si cet effet-là n'est pas respecté, vous ne l'avez pas, alors je ne sais pas pourquoi il faut aller à la climatisation. Oui. Alors quand vous rentrez chez vous, je suppose quelqu'un qui vit sous un bâtiment, sous une dalle, quand il quitte le boulot, il rentre à la maison, il doit faire combien? 30 degrés, 32 degrés? Ça dépend. Quand il rentre systématiquement, la première des choses, je sais que s'il est habitué à la clim, il ne pourra pas rester. Alors, donc forcément, il faut qu'il mette tout de suite déjà sa clim de façon progressive. Elle va monter. Donc ça ne sert à rien de régler un climatiseur à 16 degrés, 18 degrés, 20 degrés, parce que vous allez faire fonctionner plus longtemps le compresseur dans la machine. Donc, si la machine est fait fonctionner plus longtemps, il y a la facture d'électricité qui sera élevée. Elle n'est pas bonne pour vous, pour votre santé, parce qu'il faut rester, comme je l'ai dit. Un climatiseur, c'est pour quelle étendue, pour quel espace? Oui, il y a plusieurs puissances de climatiseurs. D'accord? C'est en fonction du local dans lequel vous êtes, en fonction de cette dimension et tout ça. Et voilà. Donc, un climatiseur 2 chevaux, par exemple, c'est bon pour quel espace? Un climatiseur 2 chevaux, pour vous sentir bien, vous êtes dans un 4 mètres x 5. 20 mètres carrés. Voilà, environ 20 mètres carrés, c'est bon. Il faut dire quand même que ça, c'est des normes que nous avons, que les anciens, que les spécialistes ont vu que c'est convenable pour tout bâtiment. Sinon, normalement, en fonction de l'occupation, de ce qui est fait, de ce qu'on doit garder à l'intérieur, il faut augmenter la température pour garder quand même en vie ce que nous avons. Merci beaucoup à vous. Merci, Fulgencia. Merci, Asioma. Oui. J'espère que les téléspectateurs ont appris beaucoup de choses. Hein. Ouais, vraiment. Désormais, ils sauront entretenir leur climatisation. Merci beaucoup, en tout cas pour le confort que vous nous aidez à garder dans notre bâtiment désormais en matière de climatisation. On passe tout de suite à l'ESPER du grand rendez-vous.
Il est là, l'expert du grand rendez-vous ce soir, c'est le coach Marcel Effon. Bonsoir coach. Bonsoir Axiom. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau du grand rendez-vous, le rendez-vous de tous les mercredis. Hein. C'est sur le grand rendez-vous pour parler du coaching. Ce soir, il est question de parler du changement dans votre vie personnelle, mais un changement durable. Est-ce à dire que la citation « chasser le naturel et revient au galop » n'est pas toujours vérifiée? Oui, oui, c'est bien me prendre au collet lorsque tu me présentes d'entrée de jeu. Une citation comme celle-là, oui, je confirme. Quand on chasse naturellement quand on chasse le naturel, on revient au galop. C'est pour dire quoi? Ouais, tu reviens à zéro. Parce que ce qui est naturel, c'est que c'est naturel, c'est presque inné en toi. Et quand tu le chasses, tu deviens autre personne. Une personne zéro par rapport à la personne que tu étais. Mais sans beaucoup philosopher, quand nous parlons de changement, dans le cas d'espèce, c'est que les gens ne sont pas toujours contents de leurs résultats et ils recherchent toujours un mieux-être. On recherche toujours un mieux-être. Oui. Lorsque vous mangez trop, vous recherchez un mieux-être. Lorsque vous fumez trop, vous recherchez un mieux-être. Lorsque vous buvez trop, vous recherchez un mieux-être. Tout ce que vous faites de trop, vous recherchez un mieux-être. Et l'homme par nature est créé pour rechercher un mieux-être. Maintenant, la question c'est, il y a des choses que nous recherchons dans une zone de confort qui, à un moment donné, ne continuent plus à nous servir. Et à partir de ce moment, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber et changer d'habitude. Alors, le changement étant têtu, j'étais sur un plateau de télévision et quand j'ai entendu un journaliste dire « Oui, les Béninois sont têtus », parlant du changement climatique. Et j'ai dit « Oui, les Béninois ne sont pas têtus, mais c'est le changement qui est têtu ». Lorsque tu parles de changement climatique, en abordant la question avec un Ivoirien, il dira alors que des Ivoiriens sont têtus, mais les Ivoiriens ne sont pas têtus, c'est le changement qui est têtu. Parce que tout changement que vous voulez opérer, vous devez alors affronter des difficultés. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu verras un monsieur ou une dame qui travaille quelque part, qui n'est pas content du boulot, mais le prix qu'il faut payer pour passer de ce boulot à un boulot qui lui permette de vivre un mieux-être meilleur que ce qu'il vivait, il n'est pas prêt à payer ce prix. Alors il souffre, il réfléchit, il ronchonne, il rumine, mais il continue de faire le même boulot parce que le prix à payer pour opérer des changements et passer de ce boulot à un boulot meilleur est trop difficile. Est-ce à dire que pour avoir donc le changement durable, il faut payer un prix? Ça a un prix. Absolument. Il y a généralement de façon classique 3 étapes pour opérer des changements et qui vous permettent de devenir réellement de nouvelles personnes. Mais je vais vous montrer tout à l'heure qu'arrivé à un moment donné, il y a des étapes qui sont vraies, mais à un moment donné, ces étapes-là sont têtues, donc les gens n'arrivent pas à faire ce qu'il faut faire pour pouvoir passer ces étapes-là. La première chose, lorsque vous voulez opérer des changements, il faut prendre des engagements, il faut parler, il faut marquer un départ. Et en marquant ce départ-là, vous comprenez que vous marchez vers de nouvelles horizons pour cette fois-ci. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui n'est plus content de sa carrière. Quand je dis on n'est plus content de sa carrière, ça ne veut pas dire nécessairement que l'argent qu'on gagne dans cette carrière n'est pas beaucoup. Je connais des gens qui sont payés à 10 millions de francs CFA dans un pays comme le Bénin, quand même, ce n'est pas moins payé, mais qui à un moment donné alors se sont retrouvés à une étape où ils faut qu'ils changent. Ce boulot, ça ne va plus trop avec moi. Oui, ils ne sont plus épanouis parce que j'espère que ce n'est pas de la paresse qui les a gagnés. À force de gagner beaucoup trop d'argent, après, bon... Pas du tout, pas du tout. Au contraire, vous savez, tout revenu est égal en lui-même. Lorsque vous, à un moment donné, vous faites quelque chose, quel que soit ce que la chose vous permet de gagner en termes matériels et financiers, ça devient de la routine. Et vous avez envie de changer. Mais le prix qu'il faut payer pour changer, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, vous avez tous les jours envie de changer, vous avez tous les jours envie de changer de boulot, de quitter cette étape. Sauf que pour quitter et maintenir le même niveau de vie, il faut opérer des changements complexes et difficiles.
Et la première chose, comme le dit l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, verset 1, le coach est rentré dans la Bible. Oui, vous allez comprendre. Au départ, était la Bible et à la fin, ce sera la Bible. Ah oui, hein? Oui, moi j'adore lire la Bible, j'adore lire le Coran. Je suis chrétien catholique, pour ceux qui me connaissent. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Mais l'évangile de Jean, au chapitre 1er et verset 1, dit, au départ, était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole est devenue Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous voulez faire au début, il faut prendre un engagement. Il faut dire, je suis fatigué de ça et je vais faire ceci. Tant que vous n'auriez pas fait cette première étape de prendre un engagement, de dire une parole qui plus tard deviendra la vérité, vous continuerez à tourner en rond. Dire une parole, ça veut dire quoi? Oui. Prenez un jour un papier, dites à partir d'aujourd'hui, je veux, d'ici un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je veux quitter ce boulot et avoir un boulot meilleur. Les caractéristiques du mot meilleur que je dis, voilà en termes de revenus, voilà en termes de conditions sociales, voilà en termes d'accompagnement, ce que je désire. Vous voulez améliorer votre carrière. Ça n'a l'air de rien. Tout le monde pense à changer, mais tout le monde n'arrive pas à aller à l'étape où on décide de quelque chose. Quelqu'un nous dira un beau jour, je vais changer carrément de femme. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Que quelqu'un le dise. Oui, c'est pareil pour tous les aspects de la vie. Ça, je parle de la carrière. Ça peut être un changement par rapport à la vie de famille ou à la vie de couple. Ça peut être un changement par rapport à la santé. Il y a des comportements, des habitudes. La santé en général, c'est nos comportements, c'est de nos habitudes. Oui. Alors, il y a des comportements et des habitudes qui conduisent à une santé que vous avez en ce moment, quel que soit le capital, comme vous aurez dit, que vous avez gagné au démarrage ou à votre naissance. Il y a quelque chose que vous faites, un comportement. Mais pour avoir un résultat différent au point de vue santé, il faut faire quelque chose d'autre. Et ce changement nécessite beaucoup d'étapes, dont la première étape, c'est prendre un engagement avec soi-même, décider de quelque chose. Alors, lorsque vous décidez de quelque chose, c'est naturel. Lorsque vous décidez de quelque chose dans ce sens, il y a quelque chose qui va se passer. Vous vous mettez en conflit avec vous-même. Vous dites, bon, écoutez, pour des raisons de santé, je vais garder la ligne, je ne veux plus manger les soirs. Mais, par exemple, vous savez, les neurones ont pour rôle de nous conditionner. Lorsque nous avons des habitudes, c'est comme un paysan qui va au champ. Il va pour la première fois dans son champ. Il est obligé de se faire du chemin, un sentier, mais à force d'emprunter ce sentier pour aller dans son champ, il finit par créer une voie qui, loin d'être un boulevard, mais quand même est relativement meilleure que ce qu'il avait créé le premier jour. Donc pour aller dans son champ, après 2 mois, 3 mois, même les yeux fermés, il peut marcher. C'est plus facile. Donc, c'est le même fonctionnement pour notre cerveau. Notre cerveau, les habitudes que nous avons acquises, alors, deviennent plus faciles à emprunter pour poser des actes. Ce qui fait que quelqu'un qui a la très bonne volonté de changer d'habitude alimentaire, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus manger les soirs lorsque je rentre. Mais comme il a mangé pendant des années les soirs lorsqu'il est rentré, il est plus facile pour lui d'aller vers son réfrigérateur. Madame ne sera pas d'accord avec vous. Oui, hein, oui. Comme vous dites de ne pas manger les soirs, vous savez, c'est aussi un baromètre. C'est un baromètre. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a 2 cas. Soit vous faites plaisir à madame et vous mangez tous les soirs, mais les conséquences sont là. Vous mangez tard parce que madame ne conçoit pas que vous ne mangez pas les soirs. Les soirs, OK? Il n'y a pas de problème. Vous réussissez à résoudre un problème, mais vous en créez un autre qui est là. Maintenant, à vous de choisir. C'est pourquoi le changement est personnel. Lorsque vous voulez changer, on ne peut jamais forcer quelqu'un à changer. Okay. Alors, il faut que vous ayez une relation personnelle avec les raisons pour lesquelles vous devez changer. Donc, je ne peux pas choisir pour quelqu'un de ne plus manger les soirs. Il faut que la personne lui-même décide de ne plus manger les soirs en fonction des résultats qu'il veut avoir. Mais il faut quand même avoir des raisons, c'est ça ce que vous dites, en fonction des résultats. Pas, oui, ex nihilo, de dire, bon, je ne mange plus les soirs. Non, il faut décider de ne plus manger les soirs parce que vous atteignez un objectif qui est meilleur que celui que vous avez en mangeant. Donc cet objectif, puisqu'il est grand, puisqu'il vous passionne, puisque la nouvelle personne que vous devez devenir est meilleure que celle que vous êtes maintenant, alors lorsqu'il est temps de manger, vous avez la possibilité de dire non, je repousse ce repas parce que si je continue de manger, j'aurai telle qualité de santé jusqu'à ce que je change.
Alors vous comprenez avec moi, manger est une habitude séculaire parce que vous l'avez fait tout le temps. Donc, emprunter les canaux du conditionnement du cerveau des 100 milliards de neurones dont vous disposez pour aller manger est plus facile que ne pas manger. Donc, à cette étape, je dis, il faut que vous puissiez avoir des contraintes. Il y a des gens qui ont des contraintes, que le changement soit au point de vue professionnel, familial ou santé, ils ont des contraintes, mais cette contrainte-là doit être claire. Si je ne dois pas manger, qu'est-ce que je dois faire? C'est la contrainte qui rend le changement durable. Oui, plus facile. Parce que les gens ont envie de changer, mais ils ne savent pas le prix qu'il faut payer pour changer. Et tout projet de changement, que ce soit individuel, sociétal ou macro, a besoin alors d'un conditionnement, a besoin d'un prix que vous devez payer. Et tant que vous ne payez pas le prix, vous chantez le changement dans la bouche, mais vous ne l'avez pas de façon concrète. Et à cette deuxième étape, lorsque vous avez effectivement des éléments qui vous permettent de changer, ce qui est une bonne chose, alors il faut passer à la troisième étape, l'étape maintenant du conditionnement du cerveau. Cette étape consiste à faire ce qu'il faut faire au point de vue mental pour continuer à faire les choses que vous avez faites pour pouvoir opérer ces changements. Et ces choses-là, c'est quoi? Moi, j'appelle ça le changement des diapos. Lorsque vous projetez une diapositive sur le mur, vous envoyez un seul diapo à la fois. Alors, lorsque votre cerveau, vous avez l'habitude de manger le soir, c'est une philosophie derrière. Je mange le soir parce que je vais avoir une parfaite santé, parce qu'en mangeant le soir, j'ai une belle forme, je ne perds pas de poids. Donc, il y a beaucoup de philosophie derrière qui vous amène à manger tous les soirs. Mais il faut changer cette philosophie. Quand cette phrase-là vient, il faut dire non. À partir de maintenant, je dis, je ne mange pas les soirs parce que je vais avoir une parfaite santé. Alors, il faut changer la phrase. Le cerveau est domptable. Le cerveau a la facilité d'être alors conditionné. Et plus vous conditionnez votre cerveau, vous avez la possibilité en fait de faire des choses pour lesquelles vous êtes engagé pour avoir de nouveaux résultats. Voilà la raison pour laquelle il y en a qui décident de changer, qui ne réussissent pas, mais il y en a qui décident de changer, qui réussissent parce qu'ils réussissent à faire ces trois étapes-là. Mais l'étape le plus compliquée, comme je le dis, c'est l'étape où on s'inflige alors des difficultés, des étapes à traverser, ou pourquoi pas un conditionnement en termes de discipline pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, quand on doit le faire et comme on doit le faire. Le prix à payer donc. Le prix à payer. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Lefond, pour toutes ces techniques, les outils qu'il faut donc pour changer de façon durable désormais. Nous les avons. À nous de jouer, n'est-ce pas, coach? Oui, à nous de jouer, voilà. La balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Mais généralement, comme les gens me le disent, il y en a qui viennent payer le million pour se faire accompagner, pour changer. Oui. Après, ils sont surpris de constater que le coach leur dit, écoutez, le grand boulot, c'est vous qui devrez le faire. Oui, naturellement. Pour le changement, j'ai bien envie de faire le travail à votre place, mais je ne peux pas le faire parce que c'est vous qui agissez. Et agir est plus compliqué que parler ou décider. Merci à vous. Merci beaucoup, coach. À très bientôt, sinon à mercredi prochain pour notre rendez-vous de coaching sur le grand rendez-vous. Nous allons à présent continuer avec Heureuse Dalondé. Cette fois-ci qu'on va retrouver au champ, hein, pas dans un hôpital. Carrément au champ ce soir. Avec elle, c'est Monde Agricole aujourd'hui. Allez, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous retrouver sur Monde Agricole ce soir. Ça parle de fruits, c'est de l'avocat, tout simplement, que nous allons parler ce soir. On hésite entre fruits et légumes. L'avocat, c'est un fruit ou c'est un légume en réalité. On verra en tout cas ça avec le spécialiste sur le plateau. C'est un observateur agricole, il s'appelle Rachidi Oda. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est moi. Heureuse, bonsoir. Bonsoir, Asiom. Alors, l'avocat, facile à consommer. Difficile à produire. C'est ça. Mais il faut dire que c'est un fruit de saison. On ne trouve pas l'avocat sur le marché à n'importe quel moment. L'invité va vous dire que l'avocat est présent en toute saison. Si vous arrivez à obtenir, à produire l'avocat sur un sol favorable, vous aurez l'avocat quand vous voulez. Sur à tout moment. À tout moment. Et là, même les potentialités, l'avocat, même les potentialités de conservation du fruit, celui-là pendant au moins 3 mois. Waouh! Ah ben, si tous ces aspects sont réunis, c'est que c'est possible de l'avoir à tout moment. À tout moment. On y va. Alors, merci d'être là, monsieur Oda, Rachidi. Lorsqu'on parle de l'avocat, on aime bien en consommer, mais on se demande à la fin si c'est un produit de chez nous ou ça vient de l'étranger.
D'abord, quelle est son origine? Il faut dire que l'avocatier, voilà, l'avocatier, c'est un arbre originaire de l'Amérique centrale, précisément du Mexique. C'est un arbre qui est cultivé pour son fruit. Et son fruit s'appelle l'avocat. L'avocat, c'est le fruit comestible de l'avocatier. D'accord, voilà. Le fruit comestible de l'avocatier. On va partir peut-être du produit de l'arbre pour en finir aux fruits. C'est ça. Et lorsqu'on parle de l'arbre même, comment est-ce que c'est produit? Quels sont les sols favorables à la production? Ok. Quand on prend l'avocatier, l'arbre, l'avocatier se produit de deux manières. D'abord, soit vous prenez la plante, l'arbre même, que vous plantez directement. Il y a tout un système pour le faire. Donc, les plantes disponibles, déjà disponibles, qu'on met en terre. Ou encore, vous faites germer le noyau de l'avocat. On peut le faire germer par un autre processus. Ça permet d'obtenir, c'est dans les deux cas qu'on peut obtenir l'avocatier. Maintenant, là, il faut dire qu'il y a des sols qui sont destinés pour la production de l'avocatier. Par exemple, les sols sableux, argileux ou sablo-argileux. Donc là, ça veut dire déjà qu'on ne peut pas retrouver ça sur tout le territoire. Ce n'est pas dans toutes les régions. Vous savez, il y a des cas d'exception. Chaque arbre a des milieux qui lui sont favorables. Par contre, on peut retrouver des cas isolés. Par exemple, au nord du pays, le Bénin par exemple, on peut avoir l'avocatier, pas endroit, mais c'est la partie méridionale, la partie sud, à partir du plateau d'Abomey par exemple, qui est favorable jusqu'au sud, du plateau d'Abomey jusqu'au sud. Vous avez... On peut produire on peut cultiver de l'avocat. De l'avocat. D'accord. Et la durée de production, parce que c'est ce qui fait que on disait tantôt que c'est difficile à produire, mais facile à consommer. On met cela en terre, mais difficilement on arrive à avoir le fruit. Quelle est la durée de production? Contrairement à ce que vous dites, moi je peux vous dire que l'avocatier est l'un des arbres les plus faciles à produire. Ok. Oui, à cultiver. Quand vous prenez l'avocatier, que vous le mettez en terre, la durée pour avoir la première récolte, c'est 3 ans au moins. À partir de la troisième année, il faut attendre 3 ans. Il faut attendre 3 ans. Donc ceux qui veulent s'investir... Mais l'acajou aussi, c'est pratiquement la même chose. Oui, l'acajou, ce n'est pas... La particularité de l'avocatier, c'est que dès que l'avocatier commence par produire dès la 3e année, l'année qui suit ça augmente de production, ça double, ça va du simple au double. Par exemple, je donne un exemple, si vous obtenez 20 fruits après sur 3 l'avocatier, après 3 ans, vous obtenez 20 fruits peut-être pour la première production. L'année qui suit, c'est-à-dire la 4e année, vous trouvez 20 fois 2. 40. Comment cela s'explique? L'avocatier, c'est un fruit dont la production augmente chaque année de son existence. Et surtout le pic, c'est entre la 7e année jusqu'à la 30e année. Entre la 7e année jusqu'à la 30e année, l'avocat peut produire énormément. Énormément, ça peut produire donc jusqu'à... déjà 7 fois déjà plus. Vous voyez, déjà à partir de la 7e année, l'avocatier peut produire au moins 5 sacs d'avocat. Quand je parle de 5 sacs, c'est au moins 5 sacs de 100 kilos là. Exactement, les 5 sacs de 100 kilos à raison de 200 fruits par sac. Wow. Et à partir de la 12e année jusqu'à la 24e année, l'avocatier peut produire jusqu'à 16 sacs, entre 16 et 24 sacs. Le seul arbre. Le seul arbre. 200 fruits fois 24. Vous voyez un peu? Mais moi, je ne comprends pas la stratégie, cette magie-là d'obtenir Est-ce qu'il faut vraiment un entretien pour obtenir ça ou c'est naturel? Ce rendement-là? D'abord, cela m'amène à vous dire les types d'avocats qu'on peut avoir. Il y a 2 types d'avocats. Les avocats sauvages, qu'on appelle avocats bio, et les avocats greffés. Vous voyez? Et chaque type a au moins des variétés. Et quand vous prenez le type sauvage, par exemple, il y a le mâle et la femelle. Ah, ça c'est vrai.
Et le système de production, c'est ça qu'on appelle la pollinisation. Ce n'est pas la pollinisation que l'avocat... L'avocatier double le rendement. Ce n'est pas la pollinisation que l'avocat produit. L'avocatier produit l'avocat. Et chaque fleur s'ouvre 2 fois. Une première fois en femelle et une deuxième fois en mâle. Et il est conseillé surtout aux producteurs de mixer. C'est-à-dire, quand vous prenez un avocatier, il y a plusieurs espèces et dès que vous en avez, chaque variété, ça permet d'avoir des rendements beaucoup plus considérables. Donc sur le même espace, c'est bon d'avoir mâle comme femelle. Exactement. Ok. Et surtout, si vous voulez augmenter la production de l'avocatier, qu'elles sont faites dès son jeune âge, à partir de 30 cm par exemple, vous pincez le sommet de l'avocatier, qui n'a pas encore commencé par produire. Hein. Dès que vous le pincez, c'est-à-dire vous ôtez la tête, le sommet là, et l'avocatier commence par se développer dans le sens de la largeur. Et plus l'avocatier a des branches dans le sens de la largeur, plus il est susceptible à produire beaucoup de fruits. Donc l'avocatier rentable, ce n'est pas l'avocatier le plus élancé. Non, 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 non. D'abord, je rappelle que l'avocatier varie, la hauteur de l'avocatier varie entre 5 à voire 30 mètres, mais ce n'est pas la hauteur qui détermine la production. Donc il faut rapidement... Parce que si vous laissez par exemple l'avocatier évoluer dans le sens de la longueur, il peut être haut, comme vous le voulez, mais la production peut laisser à désirer. D'accord. Et surtout des zones très riches et drainées. Donc l'avocat a besoin de tout ça. Et son entretien, vous savez, comme tout arbre, il faut assurer, il faut désherber, il faut essayer d'éloigner tout ce qui lui sera nuisible. Voilà un peu. Il y a aussi des techniques, aujourd'hui vous savez, c'est pour qu'on parle de la forme greffée. Il y a les produits chimiques qui sont souvent pas bons pour la exactement, consommation. Qui ne sont pas forcément bons pour la consommation, mais juste pour des raisons de rentabilité. Les gens préfèrent ça. Voilà. On va peut-être revenir à vous d'autres fois pour parler de ces variétés d'avocats, parce que moi je rencontre souvent sur le marché maintenant des avocats que je ne voyais pas souvent, qui ont des fibres à l'intérieur. Exactement. Bon, on dit avocat canon, je n'ai pas compris. Avant on avait beaucoup plus le beurré au Bénin. Et ça vous stresse? Vous avez peur? Moi j'essaie de retirer tout ce qu'il y a comme fil là ou fibre là. C'est très bon pour la digestion. Vous savez, bon. Ça fait donc je mangeais mal l'avocat. C'est les variétés. Quand on parle de variétés, vous allez voir l'avocat Lula, par exemple. On va en venir, on va revenir aux variétés. Très prochainement, on parlera des variétés très prochainement. Mais Assiom, dites-vous déjà que c'est un observateur agricole, mais c'est un juriste. C'est un juriste. Oui, et qui prend le temps d'observer l'agriculture. Bon, c'est normal qu'un juriste vienne parler d'un avocat. Encore que vous avez raison. Avocat, quoi, ça se comprend. Allez, merci à vous, à très bientôt. C'est l'heure du journal. On va retrouver Nadège Sané dans la rédaction de BB24. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Plus de 7 millions de personnes décèdent dans le monde de maladies liées à la pollution atmosphérique. C'est une urgence mondiale qui nous concerne tous. Faire un plaidoyer pour réduire le fléau pourrait sauver des millions de vies. Une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire un bon choix. Le pianiste Jean-Bernard Améganji veut transmettre sa passion du piano aux jeunes apprenants pour les motiver. Il a organisé un concert. Une trentaine de jeunes pianistes ont presté samedi à l'Institut français de Cotonou.
7 millions de personnes meurent dans le monde chaque année du fait de la pollution atmosphérique. Il est donc nécessaire pour nous, habitants de la Terre, de protéger notre environnement. Ce 5 juin est la date retenue pour réfléchir ensemble sur les possibilités existantes en technologie verte et améliorer la qualité de l'air dans les villes ainsi que les régions du monde. Cette année, la Chine accueille la Journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu est la pollution de l'air. Gloria Oni pour plus de détails. Aujourd'hui, le taux de natalité évolue selon une courbe vertigineuse, une situation qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. À la recherche de mieux-être, l'homme est obligé de s'adonner à certaines activités qui ont des effets néfastes sur son cadre de vie. La pollution impacte tous les secteurs d'activité et tous les compartiments, à savoir air, eau et sol. Donc on peut bien parler de la pollution atmosphérique. C'est le rejet des émissions atmosphériques dans la nature. Et ces rejets, il y a une norme. Quand les normes dépassent ce qui est retenu dans la réglementation, ça entraîne des problèmes de pollution. Et on observe ça surtout dans les lieux de concentration tels que nos grands carrefours. Et il y a aussi des usines qui émettent aussi des polluants atmosphériques. Disposer d'un environnement sain et protéger le couvert végétal ne relève pas que de la responsabilité de l'État, mais aussi des collectivités ainsi que des industries. Ces derniers, de par leurs activités, polluent l'environnement. La réduction des émissions de polluants s'avère alors nécessaire. Vivre dans un environnement, c'est d'adopter des comportements qui assurent la préservation de l'environnement, mieux gérer les déchets à son niveau, ne pas envoyer des fumées qui renferment des substances toxiques dans l'atmosphère, ne pas jeter des eaux usées là où il n'en faut pas, préserver la qualité du milieu récepteur, utiliser des engrais biologiques au lieu des engrais chimiques. Selon les spécialistes, la pollution atmosphérique domestique est la combustion à l'intérieur de combustibles fossiles de bois. Voilà pourquoi, afin de contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique, comme le stipule la substance du thème de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, les pouvoirs publics ont retenu un certain nombre d'activités. La plus importante est la sensibilisation des femmes fumeuses de poissons à l'abandon de leurs méthodes traditionnelles pour l'adoption d'autres techniques plus modernes et saines. L'Organisation mondiale de la santé montre que la pollution à l'intérieur tue plus que la pollution externe, parce que la pollution à l'intérieur se concentre. Et si vous vivez dedans, c'est un phénomène de bioaccumulation. Alors qu'à l'externe, il y a diffusion de ces polluants dans l'atmosphère. Là, ça peut diluer les effets. Selon le site de l'ONU pour l'environnement, 92% des personnes dans le monde ne respirent pas de l'air pur. Et la pollution de l'ozone au niveau du sol devrait réduire le rendement des cultures de base de 26% d'ici 2030. Pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate. Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous en dit plus au micro de César Achadé et Judith Tossa. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres. Pas de tenue sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Bon, il faut miser sur des tenues moins serrées.
Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Le piano n'est pas qu'un instrument de musique et de divertissement, il apporte un plus dans le développement des capacités intellectuelles pour ceux qui le pratiquent. Motiver son utilisation dans le quotidien des enfants de façon instructive est le but visé par le professeur Jean-Bernard Améganji. Il a organisé un concert à l'Institut français de Cotonou pour faire découvrir au public cette pépinière de jeunes pianistes. Calvador Awano, Rebecca Adjinako. Le piano, instrument exécuté par des experts aux doigts agiles, suscite de l'admiration chez la jeune génération. Au Bénin, les gestes se concrétisent. Ces jeunes s'en inspirent et la journée de l'arbre a été choisie par un pianiste professionnel pour planter la passion du piano dans les cœurs de cette pépinière. Ici, on est là dans un contexte de 1er juin. Du 1er juin, on parle de la fête de l'arbre. Nous plantons la musique dans le cœur des enfants et c'est pour cela que nous avons voulu choisir cette date pour montrer que nous plantons une vraie production musicale sur ces enfants qui, quand ils vont grandir, vont faire de la musique de la plus belle manière et de la musique instructive. Faire de la musique instructive, c'est en effet l'une des raisons pour lesquelles un spécimen de piano a été choisi dans le cadre du mini-concert qui a réuni les enfants de divers horizons. Le piano acoustique, c'est un instrument originel qui a été créé avec des cordes. Et c'est les marteaux qui tapent sur des cordes qui produisent des sons. Donc c'est cette forme de piano que nous enseignons aux enfants parce que c'est ça qui donne la base musicale et tout ce qu'il faut pour acquérir de grandes virtuosités pianistiques à la longue. Loin de se limiter aux qualificatifs ludiques de cet instrument, le piano apporte sa partition dans le processus de renforcement des capacités intellectuelles. Je crois que ça permet aux enfants de capter, parce que déchiffrer déjà une note, c'est un travail. Donc je crois qu'il y a un petit travail quand même qui se fait là et qui leur permet d'être plus apte pour les études. Concentration, maîtrise de soi, attention et surtout certaines qualités telles que la patience, le travail. L'enfant qui se concentre à déchiffrer des partitions a une capacité intellectuelle plus rapide et plus forte que celui qui n'en fait pas. Donc, la preuve, c'est que les enfants qui font du piano sont très forts en mathématiques, dans les matières scientifiques, donc naturellement. Et il y a aussi dans le cerveau un côté qui est développé par cet art, le côté créatif. Donc les enfants qui font de l'art, qui font le piano, ont un côté créatif très développé. Autant de qualités qui ajoutent un plus à l'intelligence de l'enfant. Certains en sont conscients. Le piano me permet d'être plus concentré dans la mesure où le fait que j'utilise mes deux mains me permet de maîtriser plus aisément les deux hémisphères de mon cerveau. Donc cela m'apporte un plus dans la concentration également. Même si l'histoire du piano a commencé en 1709 à Florence, en Italie, et a connu des compositeurs et musiciens de renom comme le réputé Mozart, le piano est présent et pratiquement incontournable dans le monde musical. Sa maîtrise ne peut être qu'un atout. En 2019, la récolte mondiale de noix de cajou devrait croître de 148 000 tonnes pour se chiffrer à 3,66 millions de tonnes. C'est une estimation de la firme britannique d'information et d'analyse sur l'industrie agricole Agribusiness Intelligence. Malgré cette hausse de la récolte, la saison a été marquée par des difficultés de commercialisation et le non-respect dans certains cas des prix planchers fixés dans certains pays comme
comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. En dehors de ces contraintes locales, les prix mondiaux de la matière première ont notamment chuté à un niveau proche de 2015, malgré la rareté de la noix tanzanienne sur le marché mondial. Un projet d'exploitation des réservoirs de gaz situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie a réuni au Sénégal les autorités en charge de l'hydrocarbure des deux pays. Ces autorités entendent travailler de commun accord pour l'intérêt de la population. Suivons le reportage de notre confrère Saliou Sek de RTS. C'est une étape importante dans le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue Ahmeyim, situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. La réunion du comité stratégique regroupe les ministres en charge des hydrocarbures des deux pays, leurs experts et leurs partenaires BP. Ce comité-là est là pour donner les grandes lignes et continuer à être le cadre, on va dire, supérieur, qui va un peu diriger et donner les grandes orientations pour que ce projet continue comme il a démarré. La réunion du comité stratégique aborde d'une part des points soulevés par l'opérateur BP et d'autre part ceux d'intérêt commun. Il s'agit notamment des questions sécuritaires liées au projet, du financement des phases 2 et 3, de la stratégie de commercialisation du gaz naturel liquéfié, le GNL, des phases 2 et 3, de la stratégie gaz tout power entre les deux États à partir du gaz de GTA et de la stratégie de développement du contenu local afin que ce volet puisse répondre aux besoins et attentes de nos industries et populations locales. Les deux pays comptent travailler main dans la main pour l'intérêt des populations. Nos attentes sont toujours les mêmes. On continuera à avancer ensemble, Inch'Allah, pour que ce projet donne les retombées pour nos populations dans très peu de temps. Les découvertes du gaz viennent conforter cette option du Sénégal d'avoir une énergie plus propre et à un coût compétitif. Mais surtout, il y a l'élément coût qui est intéressant dans le gaz. Comme nous ferons l'électricité avec notre propre gaz, c'est la certitude qu'on pourra avoir des coûts d'exploitation réduits et donc un prix aux consommateurs beaucoup plus intéressant. La rencontre vient après l'entrée en vigueur du décret autorisant l'exploitation du champ Grand Tortue Ahmeyim. D'autres réunions seront tenues par les experts pour la bonne marche du projet. Ce sera tout pour cette édition. Merci de préférer BB24. Allez bien, c'était un plaisir aussi de vous avoir suivis. Nadé Sani, à très bientôt. Assoum Gaba, vous n'êtes pas du tout sérieux. J'aime bien vous taquiner, Nadège. À très bientôt. Merci Assoum. Bonne soirée à vous. Merci à vous Assoum. Allez, on revient en plateau. On ira sur la toile, cette fois-ci sur le grand rendez-vous. C'est l'heure de l'Actu Web. L'Actu Web ce soir avec Adonis. Bon, comme d'habitude, oui, c'est lui qui nous amène sur la toile. Bonsoir Adonis. Bonsoir Sion. Un plaisir de vous retrouver ce soir pour l'actualité sur la toile. Deux sujets retiennent notre attention. Le premier concerne Huawei, le deuxième concerne les auteurs du rançon. Alors dites-nous d'abord, sur Huawei, c'est une question carrément. Tout le monde se pose la question de savoir si le nouveau système d'exploitation de Huawei sera Huawei HackOS. Eh bien, pour ceux qui viennent de nous rejoindre en plein chemin, il faut savoir que les États-Unis et la Chine sont en difficulté, on peut dire, en guerre économique. C'est une guerre économique. C'est une guerre économique. Oui. Et le principal, on peut dire, qui reçoit la balle perdue, c'est Huawei, qui est contraint d'abandonner d'abord Android, parce que Google le lui interdit. Et aussi certains fabricants de puces, que ce soit les puces ARM ou bien les puces de les 4 mémoires, lui interdisent désormais d'utiliser ces puces. Huawei est en train de réagir en développant déjà son propre logiciel, son propre système d'exploitation qu'il a baptisé HackOS. Ouais. Est-ce que le problème c'est de savoir, est-ce que ce système d'exploitation pourra refaire sortir Huawei pour le remettre, puisqu'il faut le souligner, Huawei est le deuxième vendeur de smartphones dans tout le monde. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir si cette contre-attaque de Huawei, en voulant sortir son propre système d'exploitation HackOS, pourra régler le problème une fois pour toutes. Ça, c'est une préoccupation.
étant signalé que le marché Android est déjà dominé par Xiaomi et autres, Mac et l'iOS. Est-ce que HackOS pourra rivaliser avec Android? Ça, c'est une question. C'est vrai qu'Android est très très utilisé dans le monde déjà. Oui. C'est très utilisé. En tout cas, pas plus de 70% en quelque sorte des utilisateurs de smartphones. Oui, Android et Apple. Android et Apple. Et iOS plutôt. iOS, pardon. Il y a iOS et Android, voilà les deux qui sont les plus connus. Maintenant, un troisième système d'exploitation se pose la question de savoir si ça va prendre, comme c'est lié à une seule marque. Bon, peut-être si iOS a pris avec Apple, pourquoi pas l'autre aussi avec Huawei. Il faut souligner déjà que HackOS, le brevet a été déjà déposé. Donc, même le PDG de Huawei a déjà notifié qu'ils seront déjà en train de développer leur propre système d'exploitation. Est-ce que ce sera rétroactif, c'est-à-dire ceux qui utilisaient déjà les Huawei Non, en fait, il faut souligner que ce qui se passe actuellement avec Huawei, ceux qui disposaient des anciens téléphones sur Android n'auront pas trop de difficultés parce qu'ils ne vont pas migrer dessus. Okay. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne pourront plus avoir de mise à jour sur Android, sauf si les barrières sont levées entre les deux géants. Les deux géants, voilà. Les États-Unis et la Chine. D'accord. On revient bien sûr à ceux-là qui sont devenus des milliardaires et après être devenus milliardaires, ils annoncent leur retraite carrément. Ce sont les auteurs du ransomware. Ouais. Ce thème est parfois connu de beaucoup de personnes, mais inconnu aussi d'autres personnes. Les ransomware sont les logiciels, on peut dire des logiciels malicieux qui cryptent vos données et vous demandent de payer une rançon avant de pouvoir revoir vos données. En fait, c'est ça. Donc, c'est le grand crabe. Voilà, qui vient tout simplement. En fait, le grand crabe, il pique vos données, donne-lui quelque chose et il va. Et puis, il lâche. Mais il y a eu une préoccupation par rapport à ça. Est-ce que, quand vous payez, est-ce que vos données sont parfois retournées? Ça, c'est d'autres préoccupations. Des entreprises ont développé des applications, des petits logiciels pour vous permettre de retrouver vos données. Il faut souligner que ces auteurs du terrible ransomware Grand Crabe, désormais millionnaires, ont annoncé prendre leur retraite. Ce malware aurait généré plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars 2 milliards de dollars. Pour eux? Oui. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses ont une fin, même les mauvaises. Même les mauvaises aussi. Les mauvaises ont une fin et donc peut-être qu'on aura plus ces gens de... Alors, il faut souligner que les auteurs disent « Nous partons pour une retraite bien méritée ». Explique les pirates dans des messages publiés sur des forums de hackers. Mais il y aura d'autres pirates aussi qui pourront revenir encore sur au moins, ceux-là, ils vont, d'ici 3 semaines, la plateforme Grand Crabe sera désactivée. Donc, c'est déjà bien, mais c'est ouvrir encore la voie à d'autres personnes. C'est en réalité cela, c'est ça qu'on craint. Et si on peut trouver des techniques pour empêcher qu'il y ait d'autres grands crabes sur la toile, je pense que les uns et les autres pourront utiliser Internet à bon escient, avec beaucoup plus de sérénité. C'est cela qui s'agit. Je partage avec vous cette phrase d'un des auteurs. Nous avons prouvé qu'il est possible de gagner suffisamment d'argent en un an pour toute une vie. Ça, ce sont les pirates qui le disent. Non, ils ont tout réalisé en réalité. Bon, voilà. Merci en tout cas à vous pour ces informations. C'est moi. On finit avec les ransomware. On se dit, bon, alléluia, même s'ils ont gagné beaucoup d'argent, c'est pas grave. Au moins, on a fini avec ceux-là. Ce qu'on sait, le mal bien acquis ne profite toujours pas. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est ça. Merci à vous, Adonis. C'est moi. À très bientôt. Oui. Passez une très bonne soirée. Le grand rendez-vous, pratiquement fini. La météo, avant de partir définitivement.
Allez, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Hein. Ce sera tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Grand rendez-vous demain 19h00. Ce sera avec heureuse d'annoncer que vous serez désormais avec toute l'équipe du Grand Rendez-vous, mesdames et messieurs. Donc demain et vendredi, heureux sera avec vous. Moi, je vous retrouve certainement à partir de lundi 19h pour l'ouverture d'un nouveau package de 5 grands rendez-vous. Portez-vous bien et suivez le forum du jour. C'est à 21h sur BB24. Ciao.